Tribune pour enfants sur le volcan Limousin. Bonjour. Bonjour. Tu vas très bien te présenter. Je m'appelle Manoa Kacha Chiroulure. Élève à quelle école? Je suis du complexe scolaire Kratos. Tu peux me dire quelle appréhension tu as de cette guerre que nous vivons à l'est de la RDC? C'est vrai d'abord, cette guerre a causé nombreux défauts ici à l'est. On trouve d'abord des famines, des morts, plusieurs. Surtout aussi au camp de Kanouchira. Il y a des malades, des morts, ils ne trouvent pas vraiment le moyen de se soigner ou encore de trouver leurs besoins matériels. Vraiment, selon moi, cette guerre a vraiment été difficile ici à l'est, très difficile. De ta part, tu connais les sources, l'origine, tu connais un peu l'origine, les sources de cette guerre? Bon, selon une certaine source, on dit que lorsque Joseph Kabila était en train de diriger, lors de la dernière attaque des M23 en 2012-2013, il avait signé un pacte avec les Rwandais pour qu'ils puissent extraire ici au Congo des matériaux et pour échange, ils nous offrent des produits. Mais après les élections présidentielles, on voit que Tshisekedi a pris le pouvoir. Il a annulé cette loi, ce pacte. Et puis maintenant, cette guerre qui s'était passée en 2013 est revenue aujourd'hui depuis 2023. Est-ce que les forces armées de la RDC se comportent bien sur terrain? Là, je ne sais pas vraiment. Mais il faut quelque chose au moins. Parce qu'ici à Goma, on voit, malgré même la guerre, on se sent assez en sécurité au moins. La guerre de la RDC, tu peux la comparer avec quelle autre guerre? Là, je ne sais pas vraiment. Je ne connais pas vraiment les guerres, mais je peux dire que je peux presque la comparer à la guerre avec la Russie et l'Ukraine. La Russie et l'Ukraine viennent déjà de faire une année de guerre. Et peut-être nous aussi, on risque de faire cette année aussi. Mais nous sommes déjà à notre deuxième année depuis la prise de Bunagana aujourd'hui. C'est environ 2 ans. Ah oui. On vient même de dépasser, c'est environ 2 ans même. La guerre en République démocratique du Congo comme en Ukraine, on utilise le même munitions ou bien il y a une nette différence avec la guerre russo-ukrainienne, disons. Bon, selon moi, je peux dire que c'est assez différent. Parce que d'abord, on n'a pas vraiment la même technologie ni la même science. Donc nos missiles peuvent être assez différents de... Bon, c'est ça. La guerre ukrainienne utilise beaucoup d'armes sophistiquées, c'est ce que vous voulez dire? Oui, je pense cela. Parce qu'on peut voir que même le président de la Russie, il a pu résister l'Ukraine, les États-Unis et même la France pendant toute une année. On peut croire que ces armes sont aussi sophistiquées. On peut dire aujourd'hui que le président russe, Vladimir Poutine, c'est ça son nom? Oui, c'est ça. Oui. Il a une très bonne politique de la guerre. Oui, on peut dire ça qu'il a une très bonne politique. Parce que comme Mobutu et lui, on peut dire qu'ils sont tous les deux des dictateurs. Ils dictent les ordres, ce que le peuple doit faire. Il n'y a pas vraiment de démocratie comme ici au Congo. Alors, Poutine, moi je pense que c'est l'entêtement. Moi, je ne sais pas vraiment ses opinions. Mais ce que je pense peut-être, c'est que, selon une source que j'avais apprise, l'Ukraine était une ancienne partie de la Russie. Mais après le découpement, l'Ukraine est déjà devenue un pays à part. Bon, selon moi maintenant, je pense qu'il veut reprendre cette partie. Pourquoi une personne peut faire face à plusieurs pays encore de grandes puissances? Tout d'abord, on peut dire que Poutine, c'est un homme puissant. Il dirige un très grand pays. Il a des bonnes sources politiques et économiques. En plus, c'est un des partenaires de la RDC. Avec un partenaire de la RDC? Ouais. Comment? Bon, on peut dire que la Russie et la Turquie sont avec la RDC pour l'instant. Il y a un pacte de gens signé entre la RDC et la Russie, il y a des accords? Oui, c'est qu'il paraît, mais aussi, il y avait aussi des soldats de la RDC qui sont partis pour une formation en Russie. Les soldats de la RDC partis en formation en Russie, combien? Bon, je ne sais pas le nombre, mais il y en avait quand même. Oui, alors, quand vous dites que la Russie et la RDC sont des pays déjà, est-ce que la Russie peut intervenir en RDC dans la guerre actuelle? Bon, là, je ne sais pas. Mais peut-être, oui. Parce que comme on a vu, des soldats sont partis en formation là-bas en Russie, mais aussi certains des minéraux ici en RDC partent
en Russie pour construire leurs bombes, leurs missiles, tout ça. Donc la RDC exploite et exporte des minerais en Russie pour aider la Russie à se faire aussi des armes. Oui, c'est qu'ils pourraient pour de l'argent après. Mais pourquoi la Russie ne peut pas fournir aussi des armes à la RDC pour soit bien combattre et gagner cette guerre? Bon, moi là, je ne sais pas vraiment tout ça. Mais selon moi, il y a une politique entre eux. Bon, c'est leur choix seulement. C'est comme ça qu'ils ont voulu faire leur pacte, leur déportation des minéraux ou d'armes ou d'argent. C'est comme ça. Aujourd'hui, l'Ukraine, est-ce que c'est l'Ukraine, la Russie, c'est un bon modèle pour les pays africains? Bon, pour les pays africains, je dirais que la Russie n'est pas vraiment un modèle à suivre. On peut voir d'abord son président est cruel. En Ukraine, des gens meurent chaque jour, même à l'instant même. Ils bombardent l'Ukraine sans honte, sans pitié. Des gens meurent, des réfugiés, tout ça. Est-ce que ce n'est pas des effets collatéraux de chaque guerre, comme chez nous, les gens meurent? Bon, ce sont des effets collatéraux parce que dans chaque endroit de la Terre, on peut voir qu'il y a des rebelles, des guerres, comme si chez nous à l'Est, avec les M23, ou encore en Ukraine avec l'armée russe, tout ça. On a dit la fois passée que l'Ukraine a fait aussi revanche et a causé des dégâts aussi dans certaines régions russes. Est-ce que l'Ukraine aussi ne peut pas être condamnée comme les uns semblent condamner la Russie? Ils peuvent être... Ou bien l'Ukraine est prise seulement comme un enfant qui est bâti, tout le monde a tendance de le défendre. Je ne peux pas dire que c'est un enfant qui a été battu et puis tout le monde le protège parce que l'armée ukrainienne connaît elle-même aussi les dégâts qu'elle fait, comme l'armée russe. Ils peuvent attaquer un endroit où vivent des gens. Ils peuvent avoir plus de 1000 morts, plusieurs morts. Je pense qu'ils sont conscients de leurs dégâts sur la nature, mais aussi sur la population humaine. Et disons, les règles de la guerre dans le droit humanitaire international interdit des bombardements d'armes dans le milieu habité. Oui, c'est ce que je pense, mais ils sont aussi eux-mêmes conscients de leurs dégâts qu'ils font. Mais quel conseil donnerez-vous si on vous demandait de donner un conseil aux belligérants de la guerre russo-ukrainienne? Quel conseil vous les donnerez vraiment? Moi, je leur dirais juste d'arrêter toutes ces armes. Parce qu'on voit d'abord que ça ne fait pas du bien à ceux qui sont limités dans de l'argent ou dans des biens matériels. Il y a ceux qui souffrent de famine, d'autres sont obligés de quitter leur pays, aller dans un endroit inconnu, connaître une autre langue. C'est vraiment difficile tout ça. Tout ce que je peux encore leur dire, c'est d'arrêter les armes. Mes chers conditionnels auditeurs, nous sommes dans cette émission avec notre petit frère. C'est un élève de la 4. Ils vont faire la 5e année maintenant. La 6e. Il va faire maintenant la 6e parce que nous sommes en train d'enregistrer cette émission pendant la proclamation. Et je crois bien il va réussir quand vous êtes en train de l'écouter. Que pensez-vous? Que pensez-vous de la guerre actuelle de l'Israël? Bon. Que connaissez-vous de cette guerre? Pour l'Israël, cette guerre a pu prendre assez un bout de temps, mais je ne suis pas vraiment très bien informé sur cette guerre. Tout ce que je sais, il y a des terroristes là-bas. Il y a aussi ceux qui souffrent beaucoup des morts insensées. C'est que je suis informé seulement. Et là-bas, l'Israël attaque quel pays ou bien attaque quelle région? Bon, là je ne sais pas encore, mais ça peut être la capitale pour renverser le gouvernement. Mais on parle
des Hamas qui sont attaqués chaque fois par l'Israël et que on parle que l'Israël c'est un allié fort des États-Unis d'Amérique. Oui, à ce qu'il paraît. Mais aussi, comme ce sont des alliés des États-Unis, je pense qu'ils peuvent aussi soutenir l'Ukraine pendant leur guerre avec l'armée russienne. Est-ce que vraiment les Américains ont un bon plan de guerre ou bien un bon plan pour terminer la guerre parce que ce sont de grandes puissances qui peuvent normalement privilégier d'abord le dialogue ou bien le cesser des hostilités dans différentes régions du monde? Je ne sais pas aussi selon leur plan de politique, mais je sais que les États-Unis sont un pays très fort. Ils nous disaient même en RDC qu'ils vont finir la guerre avec le Rwanda. Mais aujourd'hui, on voit toujours cette guerre. Bon, je ne sais pas. Revenons sur la guerre congolaise que nous étions en train de parler, cette guerre qui a longtemps aussi, qui perdure aujourd'hui. Est-ce que, je reviens encore sur la question, c'est de la force qui manque à la RDC ou bien c'est quoi? Bon, selon moi, je ne peux pas dire que c'est vraiment la force. Parce qu'on peut voir ici en RDC, nous avons plusieurs matériaux de guerre comme l'uranium, mais aussi le gaz méthane qui est ici à l'est dans le lac Kivu. Je ne pense pas que la RDC peut manquer des hommes forts ici. Mais selon moi, la RDC est un pays assez mal organisé, c'est ce que je peux dire. Parce que souvent, on peut voir dans les famines, au lieu d'attaquer d'abord ces famines, le gouvernement s'occupe d'abord de leurs propres objectifs, comme s'enrichir ou d'autres choses. Que connaissez-vous, disons, que connais-tu, permettez de te tutoyer, que connais-tu de l'origine? Qu'est-ce qui est le nœud de ces conflits entre la RDC et le Rwanda? Pour moi, je peux juste vous dire que ce sont d'abord des désaccords politiques, mais aussi avec les minerais. Ce sont des matières très précieuses ici. Ça aide à faire plusieurs choses, comme l'or, les diamants, le cuivre et beaucoup d'autres choses. Et pourquoi le Rwanda peut faire son allié, l'M23? Je ne sais pas si ce sont vraiment des alliés ensemble, mais je pense qu'ils veulent seulement renverser le gouvernement pour pouvoir prendre possession de l'Est. C'est la partie de la RDC où on trouve plus de minéraux, plus de choses précieuses, comme l'uranium, l'or, le cuivre et d'autres. Donc le Rwanda utilise le M23 pour arriver à son objectif. Bon, là moi je ne sais pas. Mais selon des sources, c'est peut-être... C'est sûrement peut-être oui ou non. Mais je ne sais pas. Et qui serait derrière le M23? Bon. Là moi-même, je ne sais pas. D'autres disent que c'est leur chef, d'autres disent que c'est Kagame, l'actuel président du Rwanda. Je ne sais pas. Et alors on parle aussi de l'Ouganda qui s'allie au M23. Je ne sais pas. Bon. Là, je ne connais pas si ce sont des vrais alliés, mais intérieurement, on avait vu que le président de l'Angola, avec le président de la RDC, mais aussi du Rwanda, avait fait une réunion là-bas en Angola. Je ne sais pas s'ils ont voulu établir une meilleure sécurité pour tous, si c'est une liaison ensemble, je ne sais pas. Mais ce n'est pas une seule fois qu'ils se sont rencontrés avec le président angolais, comme vous l'avez évoqué. Chaque fois, il y a des tripartites. Ce n'est pas une seule fois, mais ça n'aboutit jamais à une solution. Oui, ça n'aboutit vraiment pas à quelque chose, parce qu'on sait toujours qu'il y aura toujours souvent des désaccords à cause de la politique, mais aussi d'autres désaccords comme le racisme ou d'autres choses, ou la malgouvernance. Faut-il combattre les M23 ou bien faut-il négocier les M23? Bon,
je ne m'y connais pas vraiment en politique, mais laissons d'abord voir la décision du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bon. Vous connaissez quelque chose des élections du Rwanda? Bon, rien du tout. Je sais seulement que c'est un pays dont la démocratie n'existe pas vraiment. Il y a plus la dictature avec le président Paul Kagame, c'est tout. Mais ils organisent aussi des élections d'ici là. D'ailleurs, ils sont dans la phase de campagne électorale. Oui, comme d'autres pays aussi. Et pensez-vous que Kagame peut encore l'emporter? Bon, je sais pas, mais il peut avoir toutes ses chances. Tout d'abord, c'est un dictateur, comme d'autres présidents qui sont passés avant lui au Rwanda. Alors, je reviens sur la question avant de terminer, soit l'avant-dernière question. Quel conseil donneriez-vous pour que cette guerre finisse? Bon, je dirais juste d'arrêter le racisme, comme dire qu'on est d'une seule patrie, rester dans son pays, ne pas rencontrer les autres. Moi, je dirais non à ce racisme. Parce qu'on voit même que ce racisme n'a amené à rien. Ne pas amener les voisins, ça amène plutôt à plusieurs désaccords. C'est ce que je peux dire. Mais aussi, je conseille au Congo d'arrêter la malgouvernance et de s'occuper plutôt du peuple qui souffre des famines, des souffrances, des guerres et d'autres souffrances. Tu évoques chaque fois le mot racisme. Est-ce qu'au Congo, il y a cette question de racisme ici en RDC? Ou bien de tribalisme? Selon moi, il y en a sûrement. Parce qu'on peut voir à l'est ou d'une autre partie du Congo, certaines tribus sont en désaccord pour dire notre tribu c'est la meilleure, la vôtre est mauvaise, tout ça. Et certaines personnes aussi se victimisent chaque fois pour dire que nous sommes marginalisés. Est-ce que aussi c'est un bon comportement? Non, je ne peux pas dire ça. Parce que dans le monde, aujourd'hui, on a connu plusieurs changements, comme avec la technologie, mais aussi avec la modernisation que les Blancs ont amenée en Afrique. Je peux dire que son peuple est généralisé, ça ne serait pas une bonne chose. Avant de terminer cette émission, je ne sais pas, comment avez-vous analysé l'élection du président Félix Antoine Tshisekedi? Est-ce que c'était de bonnes élections? Est-ce que c'était la personne qu'il fallait? Est-ce qu'il a gagné réellement les élections? Bon, selon d'autres sources, d'autres disent qu'il a triché aux élections. Mais d'autres disent qu'il méritait de faire ce deuxième mandat. Parce qu'il a juste fait un seul mandat. On n'a pas encore vu ce qu'il va amener au Congo comme changement radical. C'est tout. Pensez-vous, donc, de votre avis, comment avez-vous pensez qu'il n'a pas encore amené ce qu'on attendait de lui? Pensez-vous que pour ce deuxième mandat, il peut le faire? Bon, je ne sais pas. C'est d'abord selon sa volonté et selon sa gouvernance qu'il va établir toutes ces promesses qu'il avait fait au Congo. Est-ce que vous lui donnez la chance pour ce deuxième mandat? Bon. Malheureusement, tu ne votes pas, toi. Non, je ne vote pas. Oui. Je ne suis pas vraiment dans la politique aussi. Je suis plutôt neutre. Je ne me concentre pas vraiment sur ça. Mais je laisse les bons politiciens de voir comment ils vont gérer le président. Est-ce que Tshisekedi est la bonne personne pour la République démocratique du Congo, surtout dans le contexte de l'Est de la RDC? Bon, selon moi, je ne sais pas. Mais il a fait quand même certains changements. On voit qu'il y a des écoles qui commencent à entrer en construction. D'autres aussi sont rénovées. Mais aussi, il y a certains changements comme l'insécurité aussi. On a changé certaines choses ici à Goma.
comme les motards ne peuvent plus circuler vers 18h. Est-ce que c'est bon? C'était une bonne décision selon vous? Selon moi, c'était une bonne décision. Parce que souvent, il y a trop de turbulences pendant la nuit. Il y a des bars, des accidents aussi, des véhicules, tout ça. Mais aujourd'hui, les motos ne circulent pas, mais je vous informe qu'aujourd'hui, vers la nuit, on a tué une femme. Mais on accusait les motards d'être à la base, mais on continue toujours à tuer. Est-ce que cette décision a amené des fruits? Bon, ça a amené quelques fruits, mais on voit toujours que malgré tout ce que fait l'homme, il y a toujours certaines erreurs ou des défauts. On ne sait pas vraiment si un jour toutes ces décisions vont aboutir, mais on laisse seulement Dieu agir. Mon ami, je ne sais pas, vous avez un mot de la fin, surtout pour la situation sécuritaire ici à l'est de la République démocratique du Congo. Tu as à dire à la fin de notre entretien? Tout ce que je peux dire, chers Congolais, gardez la paix entre vous. N'ayez pas de préjugés pour dire encore du tribalisme, encore du racisme. C'est tout ce que je peux dire. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup à vous aussi. Merci beaucoup à vous aussi. Merci beaucoup à vous aussi.